Donc, bienvenue à tous. Donc, c'est un événement que je fais en collaboration avec Supertilt, tout simplement parce que, comme vous le savez, donc, il va y avoir une première partie sur le thème du management à distance, en tout cas du management en particulier, et une petite partie, en tout cas en fin de session, où je vous présenterai en fait une formation que j'ai effectivement construite avec Supertilt autour de ce sujet-là. D'où le fait qu'on co-organise et on co-hôte cet événement. Le thème d'aujourd'hui, c'est manager à distance. Donc, quels sont les enjeux, les leviers, les perspectives. Donc, pensez bien à vous muter, s'il vous plaît. Super, merci. Donc, manager à distance, les enjeux, les leviers et potentiellement en fait, donc, les perspectives à ce sujet. Donc, à chaque fois que j'ai un sujet de ce genre-là, en fait, je reprends souvent les mots pour essayer de m'orienter, essayer de trouver un petit peu des pistes. Donc, la première piste, en fait, c'était manager à distance. Dans manager à distance, il y a management. Et il s'avère que dans mon parcours, il y a souvent un nom dans le monde du management en fait, qui est émergé. C'est le nom de cette personne-là. Je ne sais pas si elle vous parle, mais c'est une personne qui s'appelle Peter Drucker et qui a écrit énormément en fait, de livres autour du management et qui ont inspiré et qui inspirent toujours finalement beaucoup en fait, le domaine du management. Et donc, je me suis un peu intéressé à lui. Et en fait, une phrase qu'il disait était la suivante, qui était que, en fait, lui-même, qui travaille beaucoup sur le management, s'est beaucoup plus intéressé aux personnes que par la manière, en fait, dont les business fonctionnent. Donc, la question que je me suis posée, c'est qu'en fait, est-ce que ça voudrait dire que le management ne serait pas avant tout une question de personnes? Donc, je vous le dépose. En tout cas, c'est de ce postulat, en fait, que je suis parti. D'où le fait que si le management est une question de personne, quel impact ça peut avoir de faire du management à distance? Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que la distance a généré finalement dans les habitudes en fait du quotidien? Pour moi, il y a une grosse on va dire, réponse à ça, c'est qu'on a eu moins de visibilité. Moins de visibilité sur quoi? On voit moins les gens, tout est plus flou, l'avenir est un peu plus flou, l'avenir est plus incertain, tout simplement parce qu'on arrive moins à concrétiser les choses. Et le fait d'avoir moins de visibilité, ce qui est intéressant en fait derrière cet élément-là, c'est qu'en fait le canal sensoriel qu'est la vue est un sens en fait qu'on apprécie tout particulièrement. Pourquoi? Parce que il est rassurant, on a l'impression de pouvoir anticiper, on a l'impression en fait de pouvoir prévoir et ensuite d'agir en fait d'une manière appropriée. Et le fait de perdre cette visibilité-là, naturellement, qu'est-ce qui va se générer? Plus d'anxiété. Plus d'anxiété, tout simplement parce que lorsqu'on est plus dans le noir et lorsqu'on ne voit moins les choses, il est beaucoup plus facile d'imaginer le pire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a cette impression de perdre le contrôle, tout simplement parce qu'on ne voit moins les choses. Et qu'est-ce que ça va générer chez nous? Plus de tension, plus de réaction. Quand je mets de réaction, c'est pas au sens adaptation et réajustement, c'est plus de se dire que on réagit en fait simplement à ce qui est. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir cette capacité d'anticipation et d'agir avec intention, on va avoir tendance à plutôt réagir à ce que l'on voit arriver en fait juste sur le moment. Et la problématique principale que moi je vois dans la distance et le télétravail, c'est une fatigue qui est beaucoup plus importante. Fatigue plus importante non seulement parce que dans la tête, il se passe beaucoup de choses, et donc ça nous met une certaine morosité en fait qui est fatigante, mais aussi de par les outils que l'on utilise aujourd'hui qui font qu'il y a des temps de latence dans la communication, non seulement à l'émission, mais également à la réception. Donc en fait, on est beaucoup plus fatigué de manière générale. Donc de par ces recherches que j'ai pu faire, la conclusion que j'en ai eue, c'est qu'en fait, que ce soit à distance ou pas à distance, les règles de management restent les mêmes. C'est juste que la distance va appuyer sur certains aspects qui méritent en fait où on mérite en fait de porter tout particulièrement notre attention. Donc, ce que je vous propose en fait aujourd'hui, c'est 6 conseils de management au sens large, en fait, pour prendre un peu de hauteur et récupérer un petit peu
un peu d'air et un peu d'oxygène justement sur la période qui nous entoure. Et je me suis basé sur des citations de Peter Drucker. Comme ça, au moins, je reste cohérent dans la mécanique de management et je vous décrirai en fait des conseils qui viennent de là. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Je suppose que oui. Oui. Je vois pas vraiment grand-chose, mais je suppose que oui. Très bien, j'avance. Première citation. Aucune institution ne peut survivre si elle a besoin de génie ou de Superman pour la diriger. Elle doit être organisée de manière à vivre sous la direction d'hommes normaux. Moi, cette phrase, lorsque je l'ai lue, ça m'a rappelé en fait une simple chose. C'est qu'on voit souvent les managers, les team leaders, les scrum masters, en fait, un peu comme des super-héros. Et ce qui est important pour moi de garder en tête, c'est qu'on est d'abord des humains. Et donc, des humains qui, en temps de crise, ont des réactions et ont des moments en fait de faiblesse. D'où le fait que ce qui est important en termes de premier conseil pour moi, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Mieux se connaître, c'est une chose, mais c'est surtout mieux se connaître sous stress. Parce que c'est ça qui va générer énormément de fatigue, d'anxiété, et en fait, et rentrer en fait dans ce cercle vicieux qui peut être particulièrement gênant. Et pour ce faire, en fait, ce qui est important de garder en tête, c'est que on a tous des qualités, on a tous des défauts. On a des facilités, on a des éléments sur lesquels on a plus de blocage. Et surtout, en fait, on a des émotions. D'accord ? Le domaine des émotions est toujours un peu étrange à amener en entreprise, mais s'il y a bien un élément qui fait que l'on est humain, c'est bien nos émotions. Et donc, une manière de travailler sur ces 3 éléments, c'est de travailler sur ses valeurs. Les valeurs, en fait, sont bien représentatives de notre focale d'attention et donc sur nos qualités, sur nos défauts. Travailler sur nos croyances, par exemple. Et dans le domaine des émotions, un point de départ est de travailler sur les émotions de base, que sont la peur, la joie, la colère et la tristesse. Donc voilà, mon premier conseil, c'est vraiment d'apprendre à mieux se connaître, parce que dans un contexte à distance, on est beaucoup plus sous stress. Et donc c'est important de savoir la manière dont on va avoir tendance à réagir pour pouvoir anticiper et corriger. Deuxième chose, nous ne pouvons pas à la fois vivre dans la crainte de perdre notre emploi et être capable d'assumer la responsabilité de notre tâche. Et ça, ce deuxième conseil, c'est d'assurer sa propre sécurité psychologique. Et derrière ça, ce que j'entends, c'est qu'il est important, en fait, de bien appréhender son rôle. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on attend de moi et qu'est-ce que j'en comprends. Et derrière ça, quelles sont les différentes postures que je peux prendre et dans quelle direction je peux aller. Et la deuxième chose, c'est qu'en tant que manager, team leader, scrum master ou autre rôle en fait d'encadrement, quel est l'exemple que je donne si globalement je n'ai pas cette capacité à répondre aux situations que je vois en face de moi et que j'ai plus peur pour mon job que je n'agis en fait pour le bien de l'entité, du groupe et des personnes. Donc pour appréhender son rôle, une piste en fait est de se rapprocher du sujet du host leadership, tout simplement parce que il enlève cette vision binaire que l'on peut voir en fait autour du management, qui est la vision est-ce que je suis un héros ou est-ce que je suis un serviteur. Le host leadership donne des niveaux de grille qui sont intéressants et peut-être qui vont décrire justement ces différentes postures que l'on peut prendre dans notre rôle. Au niveau de l'exemplarité, un des thèmes que l'on peut aborder, le thème de la responsabilité, qui est un petit peu mon sujet du moment pour le coup, et qui décrit un processus mental dans lequel on rentre lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Et malheureusement, beaucoup de choses qui ne se passent pas comme prévu. Et l'idée derrière, c'est comment est-ce que je développe cette capacité à répondre et donc à prendre mes responsabilités pour justement donner l'exemple. Voilà 2 thèmes qui me paraissent intéressants en fait à creuser. Troisième sujet, donc commencer avec ce qui est juste plutôt qu'avec ce qui est acceptable. Et s'il y a bien quelque chose sur lequel il me paraît important et fondamental en fait de commencer en tant que manager, team leader, scrum master, c'est de renforcer la clarté. Donc renforcer la clarté sous quels angles? 3 angles à minima. Renforcer la clarté sur la direction, où est-ce qu'on veut aller? C'est important en fait non seulement de le dire une fois, mais de le dire plein de fois, parce que si ce n'est pas affiché quelque part ou visible, on a tendance à l'oublier.
parce qu'on va mettre la tête dans le guidon et en fait, on va perdre justement cette hauteur qui est nécessaire. Donc, renforcer la clarté d'un côté par la direction. Deuxième chose, par les contraintes. Dit autrement, on sait qu'on doit aller dans telle direction, mais qu'est-ce que l'on n'a pas le droit de faire? Et quelles sont en fait les obligations, si je puis dire, en fait, que l'on a. Donc, direction, contraintes sont pour moi en fait les bases de la mise en autonomie, pour le coup. Quel est le cadre de sécurité dans lequel les personnes se trouvent? Et enfin, troisième élément, ce sont les outils. Donc, cette clarté de direction, cette clarté de contrainte doivent être soutenues par les outils. Et aujourd'hui, le thème de la distance fait que les outils deviennent indispensables. C'est-à-dire qu'avant, on s'en sortait très bien avec des feutres, des post-it et un tableau blanc. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne peut plus les utiliser. Donc, il est important en fait de se poser vraiment la question de quels sont les outils dont on a besoin et qui ne sont pas juste acceptables, mais qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement. Et pour moi, en fait, si l'on a vraiment les mauvais outils, pour le coup, on a beau avoir la bonne direction et les bonnes contraintes, en gros, c'est comme si on allait ramer en fait avec des fourchettes. Donc, c'est un peu gênant. Donc, pour travailler sur la direction très simplement et très habituellement, je dirais que c'est le travail sur la vision qui est importante, principalement, et sur la définition d'objectifs, qui sont pour moi des checkpoints à mettre en avant. Les contraintes, ce sont les règles de fonctionnement et les règles d'interaction que l'on peut avoir, donc ce soit entre manager et équipe, mais ça peut être aussi entre membres d'une même équipe. D'accord? Ce sont des contraintes de fonctionnement et qui sont importantes à rappeler, justement parce qu'on ne se voit pas et parce que les limites sont plus floues. Et s'il y a bien des outils sur lesquels il m'apparaît important de porter notre attention, ce sont tous les outils de visualisation, principalement. Et c'est assez simple, en fait, comme idée, tout simplement parce que ce que l'on a perdu avec la distance, c'est de la visibilité. Et donc, comment est-ce qu'on peut essayer de récupérer cette visibilité au travers, aujourd'hui, des outils numériques qui fonctionnent pas si mal que ça. Quatrième élément, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Dit autrement, le quatrième conseil, c'est d'apprendre à observer et à écouter. Dans une autre conférence, je parlais également de ce conseil-là et une citation que je prenais, c'était que qui dit observer et écouter dit apprendre à se taire. Et c'est quelque chose qui culturellement est très difficile pour le coup. Donc c'est quelque chose qui est important en fait. Comment est-ce que vous apprenez à observer, à écouter pour voir ce qui est et ensuite agir en conscience. Donc 3 éléments pour pouvoir aller dans cette direction-là. Visualiser le travail et pas les gens. Et donc aider à l'introspection et créer le contexte propice à l'expression. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc visualiser le travail et pas les gens, je reste sur ces outils en fait visuels. Donc le management visuel est vraiment fondamental, tout simplement parce que ce qui est important de savoir, c'est quels sont les objectifs qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, et ensuite comment est-ce qu'on s'organise ou comment est-ce que les personnes s'organisent pour l'atteindre. D'où cette notion de visualiser le travail et pas les gens, quelque chose qui est particulièrement difficile lorsqu'on est à distance et qu'on ne voit plus les gens. Comment est-ce qu'on peut aider à l'introspection? Tout simplement en écoutant les gens. Donc l'écoute active est particulièrement utile dans cet environnement-là. Écoute active que l'on peut combiner avec la reformulation. Et enfin, créer le contexte propice à l'expression. Ce que j'entendais derrière ça, c'est que pour qu'une personne soit à l'aise pour nous parler, c'est important de jouer d'égal à égal. Soit on crée véritablement le cadre, l'environnement, les règles qui permettent à chacun de se sentir en confiance et en sécurité, soit par exemplarité aussi, comment est-ce que je montre ma vulnérabilité de manière à montrer que c'est possible. Donc il y a bien cette notion de relation et d'interaction qui est derrière, et qui est pour moi particulièrement difficile à mettre en œuvre en fait en entreprise, mais qui est importante. 5e conseil, en tout cas 5e citation, le plus grand danger dans les moments de turbulence, ce n'est pas la turbulence, c'est d'agir avec la logique d'hier. Et donc derrière cette citation-là, le conseil qui émerge chez moi en tout cas, c'est cette capacité à pouvoir changer de paradigme. C'est-à-dire que si on applique toujours la même stratégie alors
que le contexte du problème a changé, il y a fort à penser que la solution ne sera pas la bonne. En tout cas, que le résultat ne sera pas celui qu'on attend. Et donc, derrière ça, en fait, deux stratégies, en tout cas, me viennent à l'esprit et qui sont importantes, en fait, à comparer et à moduler. C'est la première stratégie de la réduction de coûts et surtout de la sécurité. Et la deuxième stratégie qui est comment est-ce que j'apporte de la valeur, et donc derrière ça, comment est-ce que je travaille sur la confiance, non seulement ma confiance pour moi, et aussi ma confiance en les autres. Cette stratégie de coût et de sécurité, en fait, se représente principalement, en fait, par énormément d'analyse et énormément de planification. Et ça marche bien lorsque l'environnement n'est pas trop turbulent et ne change pas trop. Donc, encore une fois, c'est une stratégie qui peut marcher, mais contextuellement parlant. La deuxième stratégie qui est orientée valeur et confiance, c'est justement lorsqu'on accepte que l'incertitude fait partie intégrante de notre écosystème et donc que l'apprentissage est bien plus important que la performance à court terme. Et donc, on va apprendre et ajuster au fur et à mesure en fait, de notre avancée. D'où cette notion qu'il y a une confiance intrinsèque dans cette stratégie-là. Tout simplement parce que lorsque l'on apprend, on accepte qu'on peut se tromper. Et donc, le droit à l'erreur, en fait, est fondamental à l'intérieur de cette stratégie-là. Donc, le message que j'ai, c'est de changer de paradigme, pas en se disant que le premier paradigme est mauvais et que le deuxième est forcément le meilleur, mais c'est de comprendre qu'il y en a plusieurs. Et donc, c'est apprendre à changer de paradigme lorsque c'est nécessaire. Et c'est pour moi ce niveau de grille qui me paraît fondamental. Sixième et dernier élément en fait, autour du management, donc la raison d'être d'une organisation est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. Derrière cette citation-là me vient très naturellement un des conseils que l'on voit très habituellement, qui est favoriser l'autonomie. Et donc, pour favoriser l'autonomie, les outils existent et je ne vais pas réinventer la roue dessus, mais ce sont des axes qui, pour moi, sont importants en fait, à adresser. Le premier, c'est comment est-ce que je développe la maîtrise de mes collaborateurs et ma propre maîtrise également. Hein. Dit autrement, en fait, comment je développe les compétences. Deuxième chose, comment est-ce que je travaille sur la délégation, parce que la délégation a énormément d'intérêt, non seulement parce que ça permet de répartir la charge de travail, ça permet à d'autres personnes de monter en compétence d'une certaine manière, et on tisse une véritable relation de collaboration dans ce sens. Troisième élément, c'est pour favoriser l'autonomie, c'est de travailler sur la reconnaissance, tout simplement parce que c'est un besoin fondamental des personnes et il est important de les reconnaître pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles font. Donc, quelques petits outils qui viennent avec sans de grandes surprises. En tout cas, pour la maîtrise, on peut très bien utiliser des matrices de compétences qui peuvent nous permettre de visualiser à nouveau les compétences qui sont nécessaires pour notre réussite, mais surtout le niveau de compétences en fait, que vos collaborateurs ou que vous-même avez sur certains sujets. La délégation, les niveaux de délégation sont une bonne piste, tout simplement parce que ils permettent de voir la délégation moins comme un clapet 1 ou 0, c'est-à-dire de voir que la délégation n'est pas binaire, mais au contraire, que c'est un niveau de grille sur lequel en fait on peut agir. Et souvent en fait c'est une bonne piste pour démarrer avec des équipes. Et enfin la reconnaissance, un thème et un outil qui est particulièrement en fait utile, je trouve en tout cas, vient de l'analyse transactionnelle et cet outil s'appelle simplement les signes de reconnaissance qui permettent justement de créer une relation et de donner du feedback également en fait aux personnes. Donc c'est un outil de feedback que j'apprécie tout particulièrement. Donc, pour résumer, voici les 6 conseils de management pour prendre un peu plus de hauteur que je voulais vous partager. Donc, le premier, c'est bien mieux se connaître pour apprendre et voir en fait nos mécanismes sous stress. Deuxième, c'était assurer sa propre sécurité psychologique, tout simplement pour mieux appréhender notre rôle et surtout pouvoir faire preuve d'exemplarité par la suite. Troisième conseil, renforcer la clarté, parce qu'aujourd'hui, on a énormément perdu en visibilité de par la distance, et donc le travail sur la clarté d'une manière récurrente me paraît fondamental.
Quatrième conseil, donc c'est apprendre à observer et à écouter, tout simplement parce que c'est de cette manière que vous allez pouvoir identifier les signaux faibles que l'on ne peut plus voir aujourd'hui. Donc, comment est-ce que je visualise le travail, pas les personnes, et comment est-ce que je crée un cadre à l'expression justement de mes collaborateurs. Cinquième, changer de paradigme, c'est de comprendre qu'il existe différentes stratégies de résolution de problèmes et que de par le contexte que l'on a, est-ce que j'arrive à choisir la bonne stratégie au bon moment pour être plus efficace. Et enfin, sixième et dernier conseil, c'est favoriser l'autonomie. Favoriser l'autonomie, qui est justement un axe très important au niveau des managers, mais qui est très vaste. Donc, on va dans le domaine des compétences, on va dans le domaine de la délégation et on va dans le domaine justement de l'interaction et donc de la reconnaissance. Et tout ça, en fait, est fait pour maintenir et augmenter en fait le niveau de confiance qu'il existe non seulement entre les membres de l'équipe, mais aussi avec les couches managériales à distance. Est-ce que déjà à partir de là, est-ce que c'est clair de ce que j'ai raconté? Oui. Je ne vous vois pas, c'est compliqué parce que en fait, quand je suis en plein écran, je ne vois plus personne. Très clair. Clair. Ouais. Ok, très bien. Je vais enchaîner. Très bien. Donc en fait, tous ces conseils de management sont pour moi en fait une base de réflexion. Comme très souvent, pour les gens qui me connaissent en tout cas, les outils pour moi sont toujours en fait viennent toujours après. Il y a d'abord une intention à fixer et ensuite le chemin à nous de voir et de le contextualiser. D'où le fait que je vais passer par justement vous présenter rapidement la formation en fait, manager avec sa personnalité pour voir la cohérence en fait, de l'ensemble. Donc en fait, l'histoire de cette formation-là, c'est que moi j'ai toujours été très surpris des formations en management où j'avais l'impression qu'il y avait juste une somme d'outils qui avait été dispersée, que les personnes rentraient et ressortaient un petit peu tous avec les mêmes choses. Et le questionnement que j'avais, c'est de me dire, effectivement, si on respecte le fait que les personnes sont différentes, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que justement elles ressortent différentes? Même si elles ont les mêmes outils, comment est-ce qu'elles pourraient en fait sortir différemment de cette session de formation? Et donc l'objectif de cette formation en fait, qui a été construite avec Supertil, c'est comment est-ce qu'on peut développer son propre style de leadership au travers en fait, d'outils qui sont connus, mais comment est-ce que moi j'y donne ma couleur? Dit autrement, les outils sont connus depuis un certain temps. Qu'est-ce qui fait que moi, par exemple, j'aime plus ou moins tel outil, j'aime moins tel outil, et comment est-ce que je peux adapter cette utilisation dans mon quotidien et au niveau de mes équipes? Donc, c'est une formation qui est sur 4 semaines à l'heure actuelle et qui est composée de 4 modules plus un interlude. Et donc, en fait, ces 4 modules sont les suivants. Le premier module s'intitule en fait à la découverte de soi. Vous y apprendrez une chose, c'est que vous apprendrez à mieux vous connaître. Et pourquoi? Parce que la conviction, en tout cas, que j'ai et que j'ai toujours, c'est que dans le management, ce qui est important, c'est la relation. Mais ce qui est d'autant plus important, en fait, c'est que ça commence toujours chez soi. Donc souvent, on donne des outils de management pour faire des choses avec les autres, mais la base de tout, en tout cas c'est ma conviction, c'est de commencer d'abord chez soi. Donc le module 1 est ciblé justement, comment est-ce que j'apprends à mieux me connaître, qui je suis, quelles sont les difficultés que j'ai de manière générale, et comment ça se retranscrit dans mon métier. L'interlude est un moyen en fait d'assurer sa propre sécurité parce qu'on va étudier en fait des sujets qui sont autour du host leadership et de la responsabilité, c'est pour ça que je vous les ai mis. Mais comment est-ce que je prends de la hauteur un petit peu sur le rôle en lui-même et justement comment travailler sur mon exemplarité. Donc c'est un interlude parce que ce sont juste des sujets qui pour moi me paraissent importants et donc ça permet simplement d'éveiller un petit peu la connaissance sur ces sujets qui mériteraient en fait plus de temps pour être creusés, mais qui me paraissaient importants en fait à souligner. Le module 2 est orienté sur la préparation d'une équipe. Dit autrement, comment est-ce que je construis une base qui est solide et comment est-ce que j'augmente la probabilité que ça se passe bien.
Dit autrement, vous apprendrez à renforcer la clarté dans ce module-là, en travaillant sur les objectifs, sur la vision et sur justement les règles de fonctionnement. Le module 3 est orienté gérer les frustrations et prévenir les conflits si possible. Et donc en fait, qu'est-ce que vous apprendrez dedans? Vous apprendrez à observer et à écouter, en tout cas avec certains outils qui vont dans cette direction-là, et à changer de paradigme en sélectionnant en fait justement des techniques de résolution de problèmes qui sont adaptées. Et le dernier module qui est entraîner et favoriser. Entraîner et favoriser quoi? L'autonomie tout principalement, qui est donc en fait une des compétences fondamentales en fait pour un manager. Et donc, ce qui est vraiment important dans ce cadre-là, c'est d'apprendre, en tout cas, ce que moi j'ai construit lorsque j'ai conçu en fait la formation, c'est de se dire, il y a plein d'outils qui vont émerger, qui sont des outils connus, mais comment est-ce que je développe l'art de l'utilisation de l'outil plutôt que simplement l'outil? Et l'idée, en fait, ça va être comment est-ce que moi, je prends du recul sur mon poste, sur mon rôle, sur l'outil en lui-même, pour pouvoir savoir comment est-ce que je veux l'utiliser et le contextualiser. Donc, voilà l'idée, en fait, principale qu'il y a derrière cette formation. Donc, pour terminer, on va dire à l'heure, pour les personnes qui devraient s'échapper. Alors, une dernière phrase de Peter Drucker que je n'ai pas inventée, hein, donc j'ai rien inventé sur l'ensemble. Il dit que chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Donc, une personne me disait que c'est parfois juste parce que quelqu'un a pris une décision. Donc, c'est déjà pas mal. Et donc, pour le coup, je vous invite à en prendre une, si vous le souhaitez, et rejoindre l'aventure. Et sur ce, je vous laisse là. Merci pour votre attention. Et donc pour les personnes qui doivent y aller, je vous laisse partir. Pour les autres qui ont potentiellement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je reste un moment en tout cas pour y répondre si besoin. Merci beaucoup. Merci. Merci Olivier. Merci Olivier. Bonne journée, merci. J'avais une question pour toi. Ouais. C'est que en gros là le thème c'est management à distance, mais quand je vois ta présentation, est-ce que c'est pas management tout court? C'est management tout court. Mais c'est justement ce que j'explique au début, en fait. C'est principalement ça. C'est-à-dire que pour moi, en fait, la notion de management de base, enfin de management à distance, n'a pas lieu d'être, d'avoir une focale. En fait, la focale principale, et le problème que la plupart des gens ont, c'est parce qu'il y a chez eux quelque chose qui se passe. Okay. Et donc, en fait, le fait de se focaliser d'abord sur ça, c'est important parce que ça te permet de savoir par la suite, de dire, tiens, parce que, par exemple, je suis un manager, je dis au hasard, hein, je suis un manager qui a tendance à, sous stress, à redevenir en contrôle. D'accord, ce qui est souvent le cas. D'accord, c'est pour ça que je dis ça. Qu'est-ce qui va se passer? Si je sais que je suis naturellement en contrôle, l'idée, c'est qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour me rassurer. Dit autrement, en fait, la visualisation est toujours un bon moyen en fait, de se rassurer. Alors que sinon, si je cherche juste un nouvel outil pour contrôler les gens, parce qu'en fait, je me laisse aller dans mes automatismes, là, ça devient problématique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu la plupart du temps. Du coup, le distanciel, finalement, ça a été plus une loupe qu'autre chose. Enfin, en fait, pour moi, oui. ça a mis ça en exergue pour le coup. Là. Exactement. C'est pour ça que, par exemple, la mécanique d'outils, ce qui, moi, généralement, je suis le premier à dire les outils, ça passe après, etc. Le fait maintenant d'aller dans des organisations qui ont des outils qui sont vraiment pas adaptés et de continuer à travailler sur de la méthode, si je puis dire, hein, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où si on n'a pas le minimum requis, c'est super dur en fait d'avancer. Mais pour moi, vraiment, le thème du management à distance, c'est d'abord un thème de management. Et le thème du management, pour moi, en tout cas, c'est la conviction que j'ai, c'est que ça doit être adressé d'abord chez soi. Chez soi, donc c'est comment est-ce que j'apprends à mieux me connaître. Surtout parce que, en tout cas, la pandémie, c'est bien ce qu'elle nous a appris. Elle nous a appris, en fait, que la limite entre le pro et le perso, elle était très floue aujourd'hui. Et donc, comment est-ce que je réussis à gérer tout ça? D'accord, je suis chez moi avec mes enfants qui gueulent partout et j'ai la pression de ma structure. Comment est-ce que j'ai réussi à gérer ça? Et comment est-ce que j'ai réussi à interagir avec mes pairs, managers, team leaders, etc., et mes coéquipiers de manière pertinente?
J'ai une dernière question, c'est possible. C'est, tu parles de Vas-y, attends, je suis là. connaissance de soi, parce qu'après, il y a peut-être d'autres personnes qui veulent poser des questions. Tu parles de connaissance de soi du point de vue du manager, Scrum Master, peu importe. Mhm. Mais du coup, est-ce que ça ne s'adresse pas également aux personnes qu'on manage? Tout à fait. Tout à fait. En fait, moi, après, je suis un passionné du domaine en fait, de la personnalité, des comportements, des attitudes et des mécanismes automatiques. Donc, pour moi, j'aurais envie de dire, c'est important pour tout le monde. C'est juste qu'effectivement, là, moi, je parlais principalement en fait, pour le manager, tout simplement parce que c'est une formation au management, mais n'importe qui en fait pourrait venir et mieux comprendre en fait ce qui se passe pour pouvoir interagir de manière plus pertinente. Tout simplement parce que la connaissance de soi, elle n'a pas qu'une utilisation professionnelle. Et le gros intérêt, il est là. D'où le fait que là, dans la formation, en tout cas, il y a un module qui n'est que sur la connaissance de soi. Et en fait, n'importe qui pourrait le faire, celui-là. Tout simplement parce que c'est une première base, en fait. En tout cas, c'est des sujets assez simples que j'ai pris pour commencer à se poser des questions. Et c'est déjà Mais intéressant. est-ce que c'est possible de l'amener, en fait, de proposer en fait à son équipe de travailler là-dessus, ou est-ce que c'est maladroit? Parce que Alors j'ai l'impression que je le fais c'est une tout le démarche temps. volontaire, donc enfin, j'ai l'impression que Alors c'est quand même une moi, je le démarche. fais, alors je le fais tout le temps, moi, mais c'est juste soit par le questionnement, soit simplement quand tu veux résoudre des conflits ou prévenir des conflits. C'est-à-dire que moi, je suis plus dans la prévention de conflits que de la résolution de conflits. Et par exemple, quand tu fais ne serait-ce qu'un team canvas, par exemple, si c'est un outil que tu connais, mais si tu un team canvas, c'est juste un canevas qui te permet de structurer un peu une sorte de charte d'équipe. D'accord? En fait, dans cette charte d'équipe, tu discutes au niveau des valeurs. Okay. Quelles valeurs on veut avoir dans notre équipe? En fait, ce qui est intéressant de questionner aussi, c'est vous, vos valeurs, c'est quoi? Et quels sont vos objectifs personnels, hein? Donc, si tu jettes juste un œil, tu verras, il y a les objectifs personnels qui me paraissent super intéressants et ça me permet de savoir un peu qui tu es à cet instant. C'est une manière en fait d'aborder la question en étant un peu léger. Et puis ensuite, en rétrospective, je trouve que la rétrospective est un bon prétexte pour faire ça. Donc d'amener un thème, de dire voilà, moi je sais pas, j'ai découvert, je le dépose comme ça, le processus de responsabilité, ou j'en sais rien, un process com, ou j'en sais rien, plein de trucs comme ça. Et je m'étais dit qu'on pouvait en discuter. En fait, tu prends un petit moment pour en discuter, et après, tu fais réfléchir l'équipe sur comment ce truc-là, ça pourrait nous aider en fait à améliorer nos interactions. Et en fait, généralement en fait quand il n'y a pas d'attaque, au sens je vais te montrer comme quoi tu es une mauvaise personne et à partir de là que c'est toi qui as mal fait les choses. Quand tu l'amènes en fait au sens apprentissage et ouverture sur un sujet et que tu laisses venir, c'est là où l'observation et l'écoute en fait commencent à arriver. Généralement ça se passe bien et les gens sont curieux et après. En tout cas, j'ai jamais eu de mauvais retours avec cette démarche-là. C'est des choses qu'on voit dans la formation dont tu as parlé? En tout cas, on peut en parler. Mais pour moi, D'accord, tous les sujets qui sont abordés sont des sujets que tu peux amener. d'accord. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai construit. Parce que ce n'est pas les outils qui sont importants, c'est plutôt l'interaction que nous on aura et la réflexion en fait, que ça a dessus. Donc, voilà. Donc effectivement, Emma, vous partagez là, dans les commentaires, en fait, il y a trois modes, si je puis dire, enfin, trois offres. Je ne suis pas très bon pour ce genre de truc-là. Il y a trois offres. Il y a une offre en fait, où le moment vous avez juste le module 1. Et le module 1, pour le coup, en fait, c'est vraiment les sujets autour de la découverte de soi, principalement. Et ensuite, tout le reste, c'est comment est-ce qu'on a structuré ça pour avoir une mécanique de management en plus. Donc, plein d'outils de management, mais qui sont des outils connus, hein. Pour moi, c'est vraiment la réflexion et la prise de recul qui va être intéressante. Mais voilà. Moi, cette partie développement de soi est fondamentale et j'ai dû me retenir. C'est ça qui est chiant. Mais si c'est un sujet qui t'intéresse, moi j'ai plein d'autres trucs que j'ai pas pu mettre dedans parce qu'il y a un moment il faut que ce soit digeste. Déjà que là ça va être tendu quand même. Mais si tu veux discuter d'autres thèmes que tu peux emmener dans ton équipe, ça j'en ai en tout cas. Donc, voilà. Et pour le coup, je sais pas si tu avais vu passer, j'organiserai peut-être une session en ligne sur des sujets autour, par exemple, de l'énéagramme, par exemple, que j'ai voulu insérer dans la formation, mais que peut-être que je mettrai en module supplémentaire par la suite.
Mais ouais, c'est des ateliers comme ça qui sont juste intéressants parce qu'on se pose la question de qui on est, de comment on fait les choses et de qu'est-ce qui fait sens. Donc, pour gérer l'engagement, c'est quelque chose qui est important. D'accord. C'est-à-dire que travailler, en tout cas la conviction que j'ai, c'est que travailler juste avec les moving motivators, par exemple, ça suffit pas pour rentrer en fait dans une vraie discussion sur l'engagement. Par contre, ça donne juste un support de conversation qui est intéressant. Ça répond à peu près à ce que tu avais comme. J'ai plein d'autres questions, mais c'est pas grave. Déjà, tu as répondu à pas mal Bah, de questions, donc merci. on en discute, hein. On prend contact et on discutera. Oui, pas de souci. on peut faire ça, ouais. Super. Merci. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient potentiellement des questions? Ouais, j'en aurais une, voire deux. Déjà, pas plus, pas plus. Moi, ça serait pour savoir, si c'était possible que tu expliques un tout petit peu plus que tu as parlé de host leadership. Et donc, Ouais. un peu plus, tu pouvais expliquer ce domaine. Alors pour moi, en fait, le thème du host leadership, c'est vraiment une vision du manager, en fait, de son rôle et surtout, en fait, de son contexte. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on entend ou on voit deux visions du manager. Est-ce que je suis manager, je ne vais pas utiliser le terme leader parce que c'est toujours en fait galvaudé, mais manager un peu commandant. D'accord. Je suis celui en fait qui dit où on va, je suis celui qui sait tout et je suis celui qui va sauver en fait mes équipes. Donc il y a ce rôle-là qu'on voit souvent. Tu as l'autre rôle en fait qui est d'ailleurs très courant dans le domaine de l'agilité, qui est le manager serviteur. D'accord. Il y a ces deux en fait pendant qui se voient. Le host leadership en fait crée un niveau de grille entre les deux, parce qu'en fait il va te décrire quoi? Il va te décrire il va te décrire, alors je me trompe toujours entre les termes, mais il va te décrire en fait des rôles et des positions. Je vais être plus clair comme ça. Des rôles en fait et des positions qui font faire que tu peux avoir une combinaison en fait de 24 manières d'agir en tant que manager. Et juste ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Mais juste d'avoir ne serait-ce que les 6 rôles et les 4 positions en fait sont intéressantes, parce que de te dire moi en tant que manager en tout cas moi c'est comme ça que je l'amène parce que je trouve ça intéressant, c'est de par ma personnalité de base et des croyances que j'ai chez moi, il y a certaines actions en tant que manager ou certaines postures que je vais prendre. Mais si je regarde la cartographie de tout ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Du fait que tu vois, tu peux prendre une grille et puis ça te permet de voir en fait, tiens, par exemple, est-ce que moi je suis toujours en fait sur la scène entre guillemets? Est-ce que je suis toujours devant, en train de montrer? Ou est-ce que j'ai bien des tâches de préparation dans la cuisine, par exemple? Ouais, etc. Et quel rôle je prends? Est-ce que je suis bien là pour initier les choses? Est-ce que je participe avec les gens? Est-ce que je prends du recul? Est-ce que je suis en observation? Donc, en fait, c'est une granularité intéressante, je trouve, en fait, à avoir. Voilà. Et donc, s'il y a 2 bouquins, donc tu peux acheter un bouquin sur le host leadership. Tu tapes host leadership, tu vas tomber dessus. Et il est intéressant à lire, il n'est pas trop compliqué. Donc, il est en anglais pour le coup. Il y a un autre bouquin, en fait, en français de nos collègues agilistes qui existent. Moi, j'aime bien les originaux, donc j'ai pris celui-là. Donc, c'est pas trop cher et c'est assez compréhensible, en tout cas, si tu veux aller jeter un œil. Ok. C'était la première? Ouais, la deuxième, tu as fait la transition en plus par rapport au livre. Tu parlais pas mal de Peter Drucker, tu as l'air de bien connaître. Qu'est-ce que tu nous conseillerais comme livre vraiment important sur le management dans sa bibliographie? Oh, il faut que je regarde. En vrai, il faut que je regarde. En fait, je le connais plus par ses citations que je ne connais par ses bouquins, tout simplement parce que je suis une personne qui a beaucoup du mal à lire. Okay. Donc, je ne sais pas si les gens se reconnaissent dans ça. Donc, en fait, lui, il a fait vraiment genre une trentaine de bouquins, quoi. Donc, il y en a un peu beaucoup. Mais par contre, ce qui me paraît intéressant dans ce qu'il a fait, c'est qu'il commence à parler de knowledge worker, comme Jürgen Appelo en fait a commencé à le faire par la suite. Et on voit que la plupart des citations que vous avez vues en fait datent déjà d'il y a un certain temps, mais elles sont toujours vraies aujourd'hui. Donc je pense que c'est une bonne base. Donc j'ai pas de livre comme ça en tête. Je sais que j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque
voilà, qui sont posées et qui attendent juste d'être lues. Mais en vrai, c'est surtout voilà, les citations qui, moi, m'inspirent et me disent comment est-ce que je veux le faire avec ce que je connais. Ok, merci. Voilà, un plaisir en tout cas. Une dernière personne, si voilà, s'il y a une question, quelque chose sur lequel vous vouliez échanger. Non, très bien. Pour le coup, je vous remercie en tout cas. Et puis si vous voulez prendre contact ou échanger, ou si vous avez d'autres questions qui émergent après les discussions, on pourra en discuter la prochaine fois. Emma, tu voulais... Oui, pardon, Jean-Pascal. Non, c'était moi, Olivier, désolé. Olivier, ouais. Ce que j'ai mis dans le chat, en fait, j'ai mis un lien vers un doc que j'ai fait. Ça parlait justement du host leadership. J'ai fait l'exercice de partir du bouquin Pablo Piano. Là-dessus, j'avais fait l'exercice de repositionner en fait le Scrum Master, comme tu disais, sur la scène, etc., par rapport à ses activités. Ouais. Je suis très preneur de retour parce que c'est vraiment un exercice que j'ai fait pour moi, pour apprendre. Donc voilà, je le passe au passage. Merci. Super. Super, merci beaucoup. Très bien, je vous laisse pour le coup. Et je vous remercie surtout. Et à la prochaine. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Au revoir.